Les métiers du numérique sont les premiers métiers en tension en Île-de-France. J'y reviendrai brièvement, mais en gros, pour trouver un emploi, on peut traverser la rue, mais on peut aussi se former au développement web. On peut se former au métier de la data, et c'est probablement plus intéressant et plus accessible, en tout cas plus accessible qu'on ne le pense habituellement. Et c'est l'idée de ce que je vais vous faire passer avec ma présentation. L'objectif, c'est que vous nous posiez des questions, bien évidemment. Enfin, c'est qu'il y ait un échange, que ce soit pas moi qui tienne seul le crachoir. Donc, 4 raisons pour vous orienter vers les métiers du numérique. La première raison, c'est qu'effectivement, les métiers du numérique sont les premiers métiers en tension en Île-de-France. C'est donc un phénomène majeur. Je crois que ça fait 10 ans que je suis à Pôle emploi, je n'ai jamais vu une telle émergence de nouveaux métiers impliquant de nouvelles compétences qu'aujourd'hui. Si je faisais de la provocation, je dirais que c'est peut-être le bon moment pour être en recherche d'emploi parce qu'il y a des opportunités et de nouvelles opportunités qui se présentent sur ces métiers et que vous pouvez, à mon avis, tout à fait saisir. La logique de ce besoin de compétences est simple. Donc on vit dans une société connectée, hein, pas besoin de vous faire un dessin. 95% des Français ont un smartphone, 80% des Français se connectent au moins une fois à Internet par jour. Vous êtes tous et toutes sur les réseaux sociaux, donc cette société connectée, elle existe à travers les technologies et le développement de nos usages. Ça a une conséquence, c'est que ça transforme l'économie, et en particulier l'économie francilienne. Ça crée de nouvelles activités, ça crée de nouveaux métiers, ça crée de nouveaux emplois. Et j'y reviendrai tout à l'heure, ça modifie les manières dont on travaille. Donc ce n'est pas uniquement les métiers qui émergent, c'est les manières dont on va les exercer. Et donc j'y reviendrai, ça implique des compétences nouvelles. Cette transformation numérique de l'économie, elle entraîne des besoins en compétences. Et pour faire simple, la croissance de l'emploi dans le numérique est 2 à 3 fois supérieure à la croissance de l'emploi normal. Donc aujourd'hui, il y a un secteur et il y a une famille de métiers qui créent beaucoup plus d'emplois que la moyenne. Ce sont les métiers du numérique. D'accord ? Alors, parfois, on donne des chiffres un peu... Alors, on trouve des chiffres qui circulent de partout, mais ce qui est important, c'est la tendance. Le fait, par exemple, le fait qu'on dise 190 000 emplois d'ici 2022... Je ne suis pas sûr que ce soit vrai à l'unité près. Mais l'important, c'est le phénomène de masse que ça représente. Ce besoin de compétences majeures, il entraîne une triple pénurie. Une pénurie de compétences, j'y reviendrai sur les métiers qu'on appelle numérisants, c'est-à-dire les métiers cœur du numérique, ceux que vous allez découvrir pendant ce week-end. Pénurie de compétences pour tous les métiers. Aujourd'hui, travailler sur le marketing implique de travailler sur le marketing digital, sauf qu'il faut de nouvelles compétences. C'est vrai pour les RH, et en fait, c'est vrai pour tous les métiers. Donc, tous les métiers sont en train de se transformer en incorporant des briques numériques, et ça crée donc des besoins de compétences nouveaux. Et puis, troisième besoin de compétences, les compétences numériques de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout actif doit être capable d'aller sur Internet, d'utiliser une messagerie, et c'est loin d'être le cas en fait. Il y a une étude européenne qui dit que 30% des actifs français sont en difficulté sur ces compétences numériques de base. C'est un gigantesque défi. On est particulièrement concerné en Île-de-France parce que nous sommes la première région numérique de France. Donc la solution, ou les solutions pour satisfaire ce besoin de compétences et accompagner la transformation de l'économie, c'est d'abord de former. Ensuite, c'est de diversifier les profils qu'on forme. Et c'est tout l'enjeu de ce week-end. Diversifier, c'est inclure les femmes. On verra tout à l'heure que vous êtes étrangement et anormalement absentes de ces métiers-là, ce qui est une hérésie en réalité. Et puis, il faut encourager les entreprises à recruter autrement. J'y reviendrai, ça revient simplement à dire que pour travailler dans le numérique, on n'a pas besoin d'être homme, blanc, bac plus 5. Donc il y a une prise de conscience à avoir, mais c'est en train progressivement de passer dans les mœurs. J'ai pitié pour vous, madame, parce que c'est encore plus petit, en fait. Bon, simplement, ça c'est une slide qui vous... Bon, je vous remercie. Et une slide qui dit juste 2 choses, que 50% de l'emploi numérique en France se trouve en Île-de-France. D'accord ? Donc on est la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est la première région numérique. 75% des emplois liés à l'intelligence artificielle se trouvent en Île-de-France.
Alors, vous voyez des petites zones là. Hein. En gros, il y a 3 territoires en Île-de-France où on recrute sur le numérique. C'est Paris, c'est le 92 et c'est le 93. Pourquoi le 93? Parce que les prix d'immobilier étant relativement moins élevés qu'ailleurs, beaucoup d'entreprises des nouvelles technologies s'y sont implantées. Donc, si vous travaillez dans le numérique, vous avez probablement travaillé sur ces 3 zones-là. D'accord? Et donc, quand je vous disais que les recrutements étaient massifs, Pôle emploi recense 25 000 projets de recrutement sur les 12 prochains mois. C'est énorme. Sachant que une entreprise qui recherche un développeur ne va pas spontanément s'adresser à Pôle emploi. Ça veut dire que ce chiffre, il est minoré probablement par rapport à la réalité. Donc ça vous donne quand même une mesure de l'ampleur du phénomène. Donc premier métier recruteur en Île-de-France. Et ce qui est aussi important, c'est qu'en raison de cette pénurie de compétences, 80% de ces postes sont considérés comme étant difficiles à recruter par les entreprises. C'est les métiers en Île-de-France où les employeurs éprouvent le plus de difficultés, tout simplement parce qu'il manque les compétences nécessaires. Ça veut dire, je présage de ce que je vais dire ensuite, c'est-à-dire qu'on vous attend. Hein, et que vous allez venir nous aider dans cette tâche de faire en sorte que les compétences numériques soient moins pénuriques. Quand on parle de métiers numériques, on parle de toute une foultitude de métiers différents, en fait. Il est très difficile d'en faire la cartographie. Bon, je vais quand même essayer d'en faire une pour vous éclairer. Quand on parle de numérique, on parle en premier lieu des métiers liés au développement informatique. Donc là-dedans, on inclut les développeurs web, applicatifs et mobiles, mais on inclut aussi des métiers qu'on connaît moins et qui sont par exemple très ouverts aux gens qui ont une formation littéraire, qui sont les métiers du test. Une fois que vous avez développé une application, il faut bien la tester. Et c'est un métier à part entière. Vous avez les métiers du design aussi, pour que ces applications soient au plus proche des besoins et des usages des utilisateurs. Vous avez une deuxième catégorie de métiers, qui sont les métiers qu'on va qualifier d'informatique. C'est-à-dire en clair, tous les métiers, d'ailleurs il n'y a pas de S à data, mais comme c'est tout petit, vous ne l'avez pas vu, c'est tous les métiers qui tournent globalement autour des données. Recueillir des données, stocker les données et les protéger. Donc c'est la cybersécurité, c'est le cloud, c'est l'intelligence artificielle. Oui, c'est aussi ça. Ces 2 catégories de métiers-là, c'est ceux que vous allez découvrir ce week-end, en fait. C'est les métiers que j'appelle numérisants parce qu'ils produisent du numérique. D'accord ? Et puis, vous avez une constellation de familles de métiers autour de ça. Les métiers qu'on oublie, mais les métiers de développement commercial, les business développeurs, les commerciaux. On estime que 50% des postes de business développeurs en Île-de-France sont concernés par la tech. C'est énorme. Vous avez 3 écoles qui forment des gens remarquables sur ces métiers-là. Les métiers de marketing com, ça on en a parlé, je crois que, enfin, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Tous les métiers sont transformés par le numérique. C'est ce qu'on appelle les métiers numérisés, d'accord. Aujourd'hui, la logistique, par exemple, fait partie des métiers complètement numérisés. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, c'est les métiers de consultants, avec une partie métier et une partie technologique. Par exemple, quand une société informatique veut concevoir un logiciel comptable, elle va faire appel à un comptable qui va avoir une couche numérique. Et elle ne va pas faire l'inverse. Elle ne va pas recruter un ingénieur qui n'a pas de connaissances métier. Donc, par exemple, une comptable bancaire qui en a marre de travailler à la Société Générale peut devenir potentiellement consultante dans une société d'édition de logiciels et, logiquement, elle va gagner 2 à 3 fois plus qu'elle ne gagne dans la banque. Or, le secteur bancaire est déjà plutôt privilégié. Et ce que je vous dis là, ce sont des exemples. Hein. Ce n'est pas des conjectures, c'est des exemples que j'ai de manière presque quotidienne. Et puis, dernier point, les métiers liés à la médiation numérique. Plus il y a de numérique, plus il y a besoin de médiation. Alors, c'est aider les gens à se servir du numérique, par exemple. Et ça, c'est une catégorie de métiers qui émerge en Île-de-France. Donc, vous voyez, le numérique, c'est tout ça. Donc vous voyez, les débouchés et la cartographie des débouchés est extrêmement large en réalité. Et nous, on va s'adresser, on va plutôt s'adresser à ces deux, enfin, on va parler de ces 2 familles de métiers-là, plutôt. Les femmes, vous êtes outrageusement sous-représentées dans ces métiers-là.
alors qu'à l'origine, c'est vous qui êtes à l'origine du mouvement numérique. Donc là, j'ai mis 4 personnes, 4 éminentes chercheuses qui ont participé à la construction du numérique d'aujourd'hui. Alors, Ada Lovelace, en 1815, elle a créé ce qui allait devenir un ordinateur 2 siècles plus tard. Elle a créé une machine intelligente permettant de faire du traitement mathématique. Eddie Lamar, fantastique actrice, mais qui a créé aussi les bases du Wi-Fi, qu'on utilise tous aujourd'hui. Joanne Clark, elle a accompagné Alan Turing pendant la guerre à décrypter les messages codés allemands, et elle est à l'origine de l'intelligence artificielle. Grace Hopper, elle a créé le premier langage de développement moderne. Et puis Margaret Hamilton, elle a construit le système de guidage de la première fusée Apollo 8. J'aurais pu en citer 50. Alors 50, ouais. Parce que dans les années 50, on estime que 50% des travailleurs du numérique étaient des femmes, notamment aux États-Unis. Et puis, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où 80% des travailleurs du numérique sont des hommes, 70% ont moins de 38 ans, 50% ont plus de bac plus 5. Donc l'idée, c'est qu'étrangement, alors que vous êtes à l'origine du mouvement numérique, aujourd'hui vous en retrouvez magistralement exclus. Et probablement, alors j'ai mis un Rubik's Cube années 80, parce que la bascule, elle se fait au moment des années 80. En 70, il y avait encore 30% des développeuses qui étaient des femmes. Aujourd'hui, elles sont moins de 8%. Alors, il y a eu 2 ou 3 raisons, mais il y a le fait que ces postes ont acquis une valeur économique, que les salaires ils sont devenus très importants en raison de la pénurie. Ça exclut les femmes. Les critères de recrutement se sont durcis et ont exclu les profils féminins. La deuxième raison est plutôt d'ordre académique. On a créé des cursus d'ingénieurs qui ont exclu la population féminine. Et puis, ce qu'on dit souvent, c'est que le troisième facteur, c'est la micro-informatique, le fait que les ordinateurs ont pénétré les foyers, notamment à travers le jeu vidéo, et que ça a eu un effet sur la masculinisation des métiers. Et c'est de là qu'est née une représentation associant le numérique aux hommes. Et c'est purement des représentations mentales. Parce qu'en termes de compétences, il n'y a aucune raison, physiologiquement, il n'y a aucune raison que vous ne travailliez pas dans le numérique. Donc c'est purement une construction mentale et intellectuelle. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à cette hérésie d'une population monocouleur, en fait. Donc vous êtes là pour changer ça, en fait. Bon, quelques chiffres, effectivement. Vous êtes très peu présente dans les écoles d'ingénieurs. Donc on dit que 20% à peu près des travailleurs numériques sont des femmes, mais sur les métiers purement techniques, c'est moins de 10%. Donc ça vous dit, ça illustre ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que vous n'êtes plus présent sur probablement le domaine qui se développe le plus aujourd'hui. Et pourtant, vous avez toutes les compétences pour. Pourquoi vous avez les compétences? Parce que souvent, quand on parle de numérique, on ne voit que la compétence technique. Pour être développeur, il faut maîtriser des frameworks et des langages. Ça, vous n'avez pas. Mais ça relève des savoirs, ça relève des connaissances. Or, quand on parle de compétences plus globales, on inclut aussi ce qu'on appelle les savoir-faire, les capacités à mettre en action et les qualités professionnelles. Le savoir technique n'est donc qu'une des compétences nécessaires pour travailler dans le numérique. Et cette compétence, elle s'apprend. Par contre, le reste, les compétences professionnelles, les qualités professionnelles, elles ne s'apprennent pas tant que ça. Or, vous les avez. Donc bon, ça je vais passer, on a créé nous un référentiel de compétences, mais qui illustre que, en fait, il y a 3 catégories de compétences, celles liées à l'organisation et au cadre de travail dans lequel on évolue, donc tout ce qui est capacité d'adaptation, gestion du stress, sens de l'organisation. Il y a une dimension collective de coopération, le travail en équipe, la capacité à fédérer. Et puis, il y a des compétences qui vous sont proprement personnelles, liées à l'autonomie, la capacité de décision, la curiosité. Vous voyez que ces compétences, vous les avez, parce que vous avez toute une expérience professionnelle qui vous a conduit à les développer. Il vous manque simplement la compétence technique et technologique.
Donc ça, vous ne voyez toujours pas parce que c'est toujours aussi petit. Ça, c'est un référentiel québécois qui explique ce que c'est, ce qu'on appelle compétences numériques. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce qu'ils appellent, eux, l'habileté technologique, c'est-à-dire la connaissance et le savoir technique, n'est qu'une partie des compétences numériques. Donc aujourd'hui, autour de cette table et dans cette salle, je pense qu'on pourrait discuter avec chacune d'entre vous, vous avez l'ensemble des compétences autres pour travailler dans les secteurs du numérique. Tout à l'heure, je vous disais que le numérique transformait les manières de travailler. Ça veut dire, pour faire simple, on l'a vu à travers la grève, développement du télétravail, c'est une manifestation de l'outil numérique dans la manière de travailler. Mais plus globalement, ce qu'on dit habituellement, c'est que le numérique modifie les manières de travailler en les rendant beaucoup plus horizontales, beaucoup plus collaboratives. Donc ça veut dire que les capacités relationnelles, les capacités à rentrer en relation avec autrui, les capacités à négocier sont aussi importantes dans les métiers du numérique que les compétences techniques. Donc en résumé, alors là on revient sur quelque chose de très basique, hein, c'est moins fun. La compétence technique n'est qu'une des compétences mobilisées dans les métiers du numérique. Les métiers du numérique ne sont pas tous exclusivement réductibles à leurs compétences, à leurs composantes techniques. Alors ce qu'on appelle les soft skills, c'est la version Startup Nation de compétences comportementales, sont aussi importantes que les compétences techniques. D'accord ? Or, ces compétences, elles sont largement transférables et transversales, c'est-à-dire que vous les avez développées dans vos expériences antérieures et vous pouvez les transférer sur des métiers numériques. Et puis, dernier point, les savoirs et connaissances techniques, elles s'apprennent. Savoir négocier, savoir entrer en relation avec les autres, savoir collaborer avec les autres, ça s'apprend peut-être moins. Et donc, voilà un exemple de compétences qui sont extrêmement recherchées dans les entreprises qui recrutent sur du numérique. Capacité d'analyse et de synthèse, organisation, structuration, planification, autonomie, initiative, création de réseaux de compétences, c'est-à-dire qu'on ne travaille jamais seul, on travaille toujours en collaboration avec des compétences autres, qu'elles soient internes ou externes, l'interdisciplinarité, toutes les capacités de communication et de pédagogie, évidemment, et puis la capacité d'apprendre à apprendre. Or ça, je ne suis pas dans vos têtes individuelles, mais quand vous lisez ça, vous pouvez aisément faire des correspondances avec vos métiers antérieurs. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, vous avez les bases, a priori, pour entamer des mouvements de reconversion vers certains métiers du numérique. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir ingénieur en IA en un an, mais que beaucoup de métiers sont accessibles. Parce que vous avez ce socle de compétences-là. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ouais. Ok, je vois des signes d'assentiment, donc je vais m'en contenter. Là, j'ai mis des exemples de reconversion. Donc là, ce n'est pas des cas fictifs. Hein. C'est des jeunes femmes ou des femmes que j'ai rencontrées la semaine dernière. C'est simple, c'est direct. Donc on a une personne qui avait 34 ans, qui avait un niveau bac, qui était esthéticienne et qui aujourd'hui achève un cursus de développeuse en intelligence artificielle. Elle a déjà une promesse d'embauche et elle devrait être payée aux environs de 30 à 32 000 euros par an. Voilà un exemple très concret de quelqu'un que moi, je n'aurais pas imaginé spontanément s'orienter vers ces métiers-là. Et pourtant, oui. Nella, elle a 28 ans, elle vit une situation de handicap, elle est en train de se former au métier de développeuse web et elle a une promesse d'embauche dans une grande banque. Bon, là encore une fois, un exemple de trajectoire parfaitement inattendu et auquel qu'on n'aurait pas imaginé dans un cadre classique. Linda, elle était agent de sécurité, elle galérait sur le marché de l'emploi, elle faisait de la sécurité. C'était un peu étrange, mais les parcours sont ce qu'ils sont. Eh bien, elle se forme au métier de référent digital et elle a une promesse d'embauche dans le domaine du référencement naturel, ce qui est une des clés dans les champs du marketing. J'ai pas son salaire, mais c'est plutôt bien payé. En tout cas, bien plus qu'agent de sécurité. Et puis Fatih, elle a 29 ans, elle a un bac plus 4 en histoire et elle est devenue testeuse logicielle. Des métiers qu'elle ne connaissait pas un mois à un mois et demi avant de commencer la formation. Et elles sont toutes aujourd'hui soit en poste, soit elles ont une promesse d'embauche à l'issue de leur formation. Donc vous voyez le capital de
de transformation et de mobilité que ces métiers peuvent entraîner. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut faire ça. Je ne sais pas si c'est représentatif. Je n'ai pas une analyse statistique. Mais par contre, ce que je sais, c'est que 80% des gens qui aujourd'hui travaillent dans le numérique sur des postes de reconversion viennent d'un secteur qui est tout à fait autre et de niveaux de formation qui n'ont rien à voir avec ceux auxquels on s'attendait traditionnellement. Donc ça veut dire que vous pouvez toutes vous y retrouver là-dedans. Enfin, j'espère que vous pouvez toutes vous y retrouver d'ailleurs. Et pourquoi ça c'est possible? Parce qu'il y a des formations. Ah si, madame. Ah si. Ah si, il y en a même trop d'ailleurs des formations. Alors je ne vais pas vous détailler ce slide qui est en plus très difficilement lisible pour vous, mais en gros, on estime qu'il y a 100 ou 120, entre 100 et 120 organismes de formation qui aujourd'hui forment dans les domaines du numérique en Île-de-France. C'est pléthorique en fait. Vous allez sur un site qui s'appelle Défi Métier, vous cherchez développement web et vous trouvez à peu près 2000 actions de formation entre maintenant et Noël. C'est énorme. Donc aujourd'hui, si vous voulez entamer un processus de reconversion, il y a les outils pour vous former. Il y a les outils pour vous former. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces processus de formation sont très différents de ceux que vous connaissez habituellement. C'est-à-dire que se former au numérique, c'est pas retourner à l'école de manière classique. Pourquoi ? Parce que la plupart des formations au numérique s'appuient sur des méthodes pédagogiques innovantes et très différentes d'un cadre scolaire. Et vous êtes dans une école qui est l'incarnation de ça. À 42, il n'y a pas de prof. Ça repose sur l'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire qu'on vous donne des chantiers et des projets à réaliser, et c'est vous qui allez trouver la solution en groupe. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc c'est pas un prof qui détient un savoir et qui va vous le diffuser de manière descendante. Donc pour certaines d'entre vous qui n'ont pas forcément, c'est un peu mon cas aussi, un excellent souvenir de mon expérience scolaire, c'est pas revenir à ça, c'est se former autrement. Donc il y a des principes de gamification, on évolue à son rythme, il y a de plus en plus de formations à distance qui existent. Donc ce que je veux dire, c'est que les méthodes pédagogiques, elles sont en train de muter, elles sont accessibles, et il y a en fait des modalités pédagogiques pour chacune d'entre vous. Certaines préfèrent être cadrées, il y a des formats en présentiel, d'autres préfèrent se former à leur rythme, il y a des formats à distance. Voilà. Je veux dire, c'est que la difficulté, en réalité, c'est que l'offre de formation, quantitativement et qualitativement, est tellement diverse que ça peut être extrêmement difficile de s'y repérer. Et en fait, ça, c'est des problèmes de riches. Il vaut mieux avoir des problèmes à se positionner par rapport à une abondance plutôt qu'à une rareté. Donc aujourd'hui, j'insiste bien sur le fait que les formations sont possibles. Et dernier point, il y a 3 catégories de durée de formation. Quand on y réfléchit bien, il y a des formats courts, qui vous donnent des bases d'opérationnalité. C'est ce qu'on appelle des formats bootcamp, donc on retrouve des écoles style Le Wagon, etc. Donc en 400 heures, on vous donne des bases du développement. C'est très utile, par exemple, pour les gens qui veulent créer leur entreprise et qui veulent maîtriser un certain nombre de fondamentaux du développement. C'est pas forcément suffisant pour quelqu'un qui veut se reconvertir en tant que salarié. En 4 mois, on ne devient pas développeur. D'accord ? Pour ça, vous avez des durées intermédiaires, en général, entre 6 et 9 mois. En général, c'est entre 4 et 5 mois de formation théorique et ensuite une période de stage. C'est déjà un peu plus solide parce que vous êtes sûr à ce moment-là de pouvoir pratiquer et de mettre en œuvre ce que vous avez appris. Pour autant, vous ne devenez pas une développeuse expérimentée après ça. Mais ça vous permet d'être payé la première année entre 28 et 33 000 euros par an, sachant que vous allez probablement augmenter votre salaire d'1 tiers les 2 premières années. Donc c'est quand même un sacré investissement intéressant à réaliser. Et puis vous avez des formats plus longs, 42 en fait partie, enfin de manière atypique, et souvent ce sont des formats liés à l'alternance. Et l'alternance, contrairement à ce qu'on pense, est ouverte aux adultes. Il y a les contrats de professionnalisation. Et en fait, pour quelqu'un qui veut vraiment se reconvertir de manière solide, avoir une formation cadrée, probablement, c'est une option à considérer. Par contre, il faut être prêt à s'engager sur des cursus de 12 mois, 2 ans, voire plus. Une des écoles les meilleures, qui est en fait une cousine de 42, c'est la Web Academy. La Web Academy forme des développeuses en 2 ans, mais elles sont brillantes, vraiment brillantes. Donc, qualitativement, vous avez toute l'offre qu'il faut.
quantitativement, vous avez plus qu'il n'en faut. Et en plus, vous avez, alors ça doit être beau de loin, c'est coloré. En fait, l'idée, c'est que cette cartographie, ça vous explique tous les cadres de financement de formation qui existent. Aujourd'hui, vous avez 40% de probabilité, si vous voulez vous reconvertir au numérique, que cette formation soit gratuite pour vous. Parce que il y a l'État qui peut financer à travers la grande école du numérique, parce que Pôle emploi finance des formations, parce que la région finance des formations, et parce que les collectivités locales financent des formations. Et à Paris, on a un programme qui s'appelle Paris Code. Tous ces dispositifs-là, sachant que les principaux financeurs de formation en Île-de-France, c'est la région et Pôle emploi, tous ces dispositifs-là permettent de vous proposer des formations gratuites. Dans 40% des cas. Ça veut dire qu'il y a 60% de cas où il va y avoir une série de cofinancements, mais avec un reste à charge pour vous. Et en général, le reste à charge moyen, il oscille entre 5 000 et 1 500 €, en plus des cofinancements divers et variés. Une formation au développement web, c'est entre 4 500 et 7 000 €, pour vous donner un ordre de grandeur. Mais là, encore une fois, il peut y avoir des solutions de prise en charge totale ou partielle. Donc, je ne sais pas, moi je m'attendrais à voir des sourires sur vos visages, parce que là, en gros, l'idée, ça revient à dire, il y a des métiers qui émergent, vous avez a priori les compétences pour les exercer, et il y a tous les dispositifs de formation possibles pour vous aider à y évoluer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non? Ouais, c'est timide tout ça. Pour autant, l'idée n'est pas non plus de dire que tout est magique. L'idée n'est pas de dire que dans un an, vous devenez ingénieur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ceux qui vous promettent ça racontent des bêtises, par contre. Pour devenir un bon développeur, c'est un métier comme un autre, donc peut-être qu'il faut 2 ans, 3 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez beaucoup d'acteurs qui vont être tentés de vous dire « Allez-y, c'est génial, c'est facile, vous doublez votre salaire en 6 mois ». C'est faux. Il faut quand même être prudent. Donc, vous voyez, ça, c'est mon sens artistique un peu développé. Donc, il n'y a pas de magie. Et en gros, si vous décidez de vous reconvertir, il faut vraiment que ça s'appuie sur un projet professionnel qui soit sérieux, qui soit réfléchi. Ça ne peut pas être une affaire d'opportunité. D'accord ? Il faut que ce projet s'inscrive dans un choix de vie à long terme, parce que le choix de reconversion que vous allez entamer, vous n'allez pas le quitter dans 2 mois. Hein. Il va vous accompagner pendant 5 ans, 6 ans, voire plus. Il faut que vous consentiez à un investissement en énergie, en temps, et parfois un investissement financier, quand il y a du reste à charge. Ça veut dire que ça bouscule. Enfin, en tout cas, il faut que ça se fasse en accord avec votre environnement familial. Vous ne pouvez pas décider seul de vous reconvertir parce que ça va bousculer tout l'équilibre qui est autour de vous. Il faut être très vigilant dans le choix de la formation que vous allez réaliser. C'est-à-dire non seulement le choix de l'organisme, ça c'est vrai, mais la durée de la formation, les méthodes pédagogiques de cet organisme de formation. Vous avez vu qu'il y en avait des tonnes, donc il faut choisir celle qui vous correspond vraiment. Et là, encore une fois, ne pas céder aux effets de communication, qui sont assez nombreux, tout simplement parce que la formation est un marché, donc tous les OF ont intérêt à vous vendre leur formation. Vous, il faut que vous vous comportiez en consommatrice avertie. Il faut que vous fassiez des études de marché. Et on peut vous y aider. Hein. Et puis, il faut accepter de se déformer avant de se former. C'est-à-dire qu'entreprendre une formation, c'est très inconfortable intellectuellement, tout simplement parce que vous allez vous remettre en cause. Il faut être prêt à ça. Il faut être accepté. Alors on pourrait appeler de lâcher prise ou de perdre un certain nombre de vos certitudes liées à votre histoire professionnelle. Parce que vous allez apprendre quelque chose de nouveau et que ça va vous questionner et que vous allez parfois être en difficulté. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille se former au numérique. D'accord ? Pour autant, c'est possible. Et on vous attend, enfin voilà, on n'attend que vous. 42 à maintenant 21% de femmes dans ces cursus, c'est pas suffisant. L'année dernière, on a organisé des portes ouvertes avec 42 et Pôle emploi. Il y a eu plus de 2000 participantes. Donc on essaye de vous accompagner et c'est vraiment une priorité pour nous de vous donner tous les moyens d'évoluer vers
vers ces métiers et c'est vraiment réalisable. Donc voilà, bon. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Et je crois que j'ai terminé en fait. Moi, ce que je veux, la seule raison pour laquelle je suis venu, c'est pour avoir des questions. Merci pour toutes ces explications. Vous avez dit qu'effectivement, il faut bien choisir sa formation. Il ne faut pas que ce soit une perte de temps et d'argent. Non. Et voilà, c'est là où je voulais. Votre guide. Comment ? Je voulais que vous me guidiez un peu. Ah ben ça, on va en parler après, mais mais c'est effectivement, comme je l'ai dit, voilà, vous avez des formats plus ou moins longs, vous avez des méthodes pédagogiques qui sont très différentes les unes des autres. Il faut aller en fait rencontrer plusieurs organismes de formation. Donc ça, on peut vous y aider parce que nous, on travaille avec quasiment tous les organismes de formation de la place. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y en avait à peu près 100, 120. On doit travailler nous quotidiennement avec 80 à 90. Donc on commence à savoir qui fait quoi, avec quelle qualité et pour quel type de public. Votre question est d'autant plus légitime qu'en fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure par nécessité de gain de temps, c'est que la plupart des organismes de formation qui existent sur le numérique n'existaient pas il y a 5 ans. Il y a eu un grand mouvement de création d'organismes de formation aux alentours de 2012-2015. Ça veut dire que les organismes de formation qui travaillent sur ces domaines-là sont en général relativement récents. Donc c'est d'autant plus important de leur demander quels sont leurs résultats, quels sont leurs réseaux d'anciens élèves, quels sont les taux d'accès à l'emploi réel. Il faut par exemple demander aux organismes de formation à être en relation avec leurs anciens apprenants. Un organisme de formation qui ne vous donne aucun contact avec d'anciens apprenants, il vaut mieux éviter, par exemple. Voilà un certain nombre de questions à poser qui sont essentielles, mais on peut continuer la conversation un peu plus tard aussi. Bonjour. Je me suis aperçue que le numérique est vaste et vague. J'ai l'impression que mon conseiller Pôle emploi est encore plus paumé que moi. J'étais de bonne humeur jusqu'à présent. Excusez-moi, mais je préfère... Et à mon âge, c'est important d'être de bonne humeur, vous comprenez ? Excusez-moi, mais je suis un peu paumée parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, mais voilà, je ne sais pas comment faire. Votre question, elle est importante parce que, pour 2 raisons. D'abord, parce que les conseillers Pôle emploi ne sont pas spécialisés. Ce n'est pas dans leur fonction. Donc, ils n'ont pas d'expertise particulière dans le numérique. Ça, c'est la première raison. En plus, deuxième raison, les métiers du numérique, ils évoluent constamment. Donc, c'est très compliqué d'avoir une expertise. Donc, ce que j'ai envie de vous répondre, en fait, j'ai des collègues de Pôle emploi qui sont là, donc elles ne vont pas entendre. Elles vont se boucher les oreilles. Il y a par contre des tas de ressources via Internet que vous pouvez utiliser pour vous renseigner sur les métiers. Autrement dit, les sources d'informations prioritaires que vous devez utiliser, elles ne sont pas liées à Pôle emploi. Ben non. C'est pour ça que vous voyez, elles se sont bouchées les oreilles en fait. Mais parce que c'est décemment pas possible en réalité. Un conseiller Pôle emploi ne peut pas être spécialiste de tous les métiers franciliens, même si ceux du numérique sont importants. Donc, je ne peux pas vous faire de réponse plus complète, mais par exemple, vous avez une quantité de sites extrêmement bien foutus qui vous permettent de découvrir des métiers. Et c'est d'ailleurs important, quand vous entamez une démarche de reconversion, de vous appuyer sur un certain nombre de sites pour savoir si ça vous plaît. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se former au développement, c'est pas idiot qu'il aille voir sur Open Classroom, par exemple, ou sur Coursera, ou sur des plateformes de formation en ligne qui sont gratuites, parce que ça permet de s'auto-former et de vérifier si ça vous intéresse, avant de décider de suivre une formation. Open Classroom, Coursera, il y en a d'autres, mais que ma mémoire de vieux monsieur m'empêche de retrouver à l'instant, et je pourrais vous les donner. France Université Numérique. Bon, France Université Numérique. Tout ça, c'est des cursus, c'est en libre accès en fait, donc vous payez rien. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour ces explications. Je veux juste, ma question s'axe sur vraiment le financement. Vu que je suis inscrite à Pôle emploi, vous dites via le Pôle emploi, c'est vrai que lorsqu'on passe de Pôle emploi, on est nombreux à se présenter et on passe des tests. Donc, et votre question, c'est ? Normalement, la plupart du temps, soit on n'est pas pris,
même si on est motivé à travailler là-dessus, mais... Il y a deux possibilités quand vous voulez vous former, que vous êtes inscrite à Pôle emploi. Oui. Soit Pôle emploi peut vous proposer des actions de formation. Ça arrive dans 30% des cas, en fait. Donc, on vous propose des actions de formation. Évidemment, c'est pas automatique. Vous passez des tests, effectivement, comme vous le dites. Et puis, vous êtes accepté ou vous ne l'êtes pas. Mais le fait de ne pas être accepté dans une formation, c'est pas dramatique. Parce qu'en fait, 70% des gens qui se forment au numérique ont trouvé leur organisme de formation eux-mêmes. Donc, ce que je veux dire, c'est que Pôle emploi n'est pas le seul levier de formation. Vous-même, vous pouvez aller rencontrer des organismes de formation, c'est ce qu'il faut faire, et puis passer des tests dans plusieurs d'entre eux. Ce qui serait préoccupant, c'est si vous ne passez aucun des tests d'aucun organisme de formation. Ça veut peut-être dire que vous n'êtes pas fait pour ces métiers-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller en voir plusieurs et à passer plusieurs process de sélection. Pôle emploi peut vous proposer des formations, mais peut aussi financer des formations que vous avez trouvées vous-même. Est-ce que ça répond à votre question, ça? Non, en partie. Bon. En partie. Bonjour. Ouais. Vous avez parlé un peu plus tôt des plateformes, justement, des sites où on peut se renseigner quand on veut faire des formations pour appréhender les métiers. Moi, je trouve que ça reste quand même assez abstrait. Est-ce qu'il existe des salons, des forums, des choses où on peut appréhender de manière plus concrète cette multitude de métiers pour savoir vers quelle formation, qu'est-ce qui nous correspond en fait? D'abord, la plupart des organismes de formation organisent régulièrement des portes ouvertes qui permettent de se rendre compte. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, et c'est là je redeviens de bonne humeur, c'est que Pôle emploi a créé un salon qui s'appelle les villages numériques, qui se déroule à un rythme trimestriel, qui aujourd'hui constitue hormis celui qu'organise 42, évidemment, qui est le plus grand événement lié à l'emploi dans le numérique en Île-de-France. Et là, il y a la possibilité de passer par des phases d'atelier pour découvrir concrètement les métiers. Et puis nous aussi, on organise de manière très régulière des sessions de découverte. Par exemple, comment? Pôle emploi. Moi, Louis XIV, et nous, Pôle emploi. Par exemple, on organise tous les mois des sessions de découverte des métiers du test, dont je parlais tout à l'heure, qui permet à des gens de se reconvertir. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives, soit des OF, soit de Pôle emploi, pour vous faire découvrir ces métiers. Et on est en train de créer des prestations d'orientation pour vous permettre de découvrir en 3 semaines 12-15 métiers du numérique, pour décider lequel correspond le plus à votre appétence. Sauf qu'aujourd'hui, cette solution, elle n'existe pas de manière massive. On est en train de la créer, mais elle n'est pas encore en vitesse de croisière. C'est ça. Donc voilà, on crée le maximum possible d'espaces de découverte pour vous permettre de vous rendre compte si le développement c'est pour vous, si le test c'est pour vous, si l'IA à travers les chatbots sont pour vous. Voilà, c'est pas suffisant, c'est pas à la hauteur des besoins, mais enfin bon, on essaye. Oui, bonjour. J'ai une question un peu plus personnelle en fait. J'ai un background de 10 ans dans l'événementiel, dans la partie BizDev, et j'aimerais donc continuer dans mes compétences BizDev dans la partie donc technologique, numérique. Et ma question, c'est de savoir si j'ai besoin d'avoir une formation pour compléter cela, pour être crédible auprès des recruteurs des startups, ou pas, parce que qui pourrait m'apprendre, et est-ce que faire une formation pour connaître des termes, rien que lire les offres d'emploi avec des termes incompréhensibles, est-ce qu'il faut que je fasse une formation en fait? Alors, première partie de réponse sur la partie personnelle, on a un stand en bas, donc vous pouvez venir nous voir toutes pour discuter de votre situation. Donc c'est un premier niveau de réponse, mais qui n'est pas satisfaisant. Par contre, le second niveau de réponse, c'est que oui, ça peut être utile de faire une formation courte. Ne serait-ce que, pas forcément parce qu'elle va vous apprendre tant de compétences que ça, mais parce qu'elle va constituer un vernis. Et ce vernis va permettre aux employeurs d'être rassurés. Sur les métiers dits de l'acquisition client, qui incluent à la fois du marketing et du commercial, il y a par exemple 2 écoles à Paris qui forment de manière remarquable en des temps très courts et avec des promesses d'embauche. Donc la réponse, spontanément, ça serait peut-être plutôt de vous dire oui, mais sur des cursus courts, qui sont directement opérationnels, oui. Et les 2 écoles, vous avez des noms? Human School et Rocket School. Voilà, il paraît que je dois rendre le micro, à mon grand regret. Enfin pour moi, j'espère pour vous. On a un stand en bas, donc si vous voulez venir nous voir, on est heureux de vous voir.